Bonjour, ici Wassima sur Wassim Magique. Bienvenue dans ma rubrique Ma vérité est sûre. Et aujourd'hui, j'ai un invité de marque, un invité que j'aime beaucoup et avec qui je travaille aussi. Un invité aussi que j'ai rencontré en France et que, voilà, grâce à Internet, on arrive à se connecter avec plein de beaux mondes. Puis c'est vraiment une chance. Donc, je voudrais et je veux vous l'amener chez vous pour qu'on puisse discuter ensemble. Aujourd'hui, on n'a pas préparé grand-chose. On suit le vent, on suit l'énergie qui vient. Alors, certainement, je vous dirais d'amener un cahier, un stylo pour prendre quelques notes de sagesse parce que la personne qu'on va rencontrer, c'est un sage incarné sur Terre pour nous aider. Alors, voilà. Bonjour Eric. Bonjour Wassima. Bienvenue sur ma chaîne. Comment vas-tu aujourd'hui? Ben écoute, très très bien, un peu chaud ici en France, à Nîmes, dans le sud-est de la France. Il fait plus de 35 degrés Celsius, donc j'ai un petit peu chaud, mais tout va bien. La canicule, quoi. C'est ça depuis quelques jours là, ouais. Wow. Et Eric, si tu nous disais qui es-tu exactement? Qui suis-je? C'est une bonne question. Je suis un humain en chemin. Euh, Comme tout le monde, j'ai eu une vie avec des belles choses, des choses moins faciles à vivre, des challenges à relever, des défis, des choses pas très agréables à traverser. Et aujourd'hui, je suis là, et je peux dire aujourd'hui, et je suis ravi que tu m'en donnes l'occasion, aujourd'hui, je peux dire que je suis heureux. Parce que j'ai traversé beaucoup de choses dans cette incarnation et ma foi, je suis encore là. Il y a vraiment des moments dans cette vie où je me demandais qu'est-ce que je fais là, ou bien ça sert à rien de rester ici. Puis après, même dans ces moments très difficiles, j'avais en moi une petite voix, une force qui me disait continue. Et puis, oui, j'ai une certaine forme de sagesse à l'intérieur de moi et dans ces moments-là, elle était là et elle me disait, c'est ton âme qui décide. Et donc, je laisse décider mon âme du mieux que je peux, hein, parce que je suis un être humain aussi. Et dans le fond, comment est-ce que tu incarnes cette sagesse? C'est comme tu es déjà ce qu'on appelle coach, thérapeute, aidant. euh, je veux dire, dans quel, tu sais, comme là, on a un domaine très large, tu sais, de guérison énergétique, spirituelle, etc. Donc, toi, c'est quoi ton champ de pratique? Comment tu incarnes cette sagesse? Exactement. Alors donc dans mon parcours, j'ai d'abord eu un parcours dans la vie matérielle. Euh, voilà, pour moi, ça a toujours été facile de travailler, de trouver du travail. Je me suis retrouvé au final directeur d'une société d'édition publicitaire. J'ai tout appris sur le tas, hein. Ça a été un parcours. Je passe les détails. Et puis en 2005, j'avais un petit peu commencé le chemin spirituel. On va dire que moi, je me suis réveillé, j'avais à peu près 35, 36 ans, aux alentours, un petit peu avant les années 2000, tout petit peu avant. J'ai commencé à me poser des questions, puis il m'est arrivé aussi, comme à beaucoup d'entre nous, un grand choc dans la vie. Et donc, ça m'a conduit vers mes premières personnes du dit développement personnel, des énergéticiens, thérapeutes, etc. Parce que évidemment, comme beaucoup d'entre nous aussi, je viens d'une famille où on parlait jamais de ça, ou voilà, j'ai pas du tout été éveillé. Euh, la vie a fait qu'à un moment donné, je me suis réveillé. Ensuite, donc de ce parcours, je suis issu d'une famille modeste, milieu social d'ouvriers, classique, voilà. Et donc je suis devenu directeur d'entreprise jusqu'en 2005. En 2005, j'ai divorcé de mon associé, j'aime bien dire ça, parce qu'une association professionnelle, c'est aussi un peu comme un couple. Donc, on a divorcé. Et là, je me suis retrouvé avec pas mal d'argent. Avec ça, donc, au bout d'un an à peu près, à peine un an, même, ouais, à peine un an.
7-8 mois, j'ai monté un centre de bien-être en France. Et là, avec une associée, et à peine 3 ans, j'ai tout perdu. Voilà, j'ai perdu plus d'une centaine de milliers d'euros dans cette affaire. Et puis aussi, en même temps, j'avais un peu d'argent placé. La bourse, il y a eu des trucs. Enfin, encore, j'ai perdu 20 000 euros par là aussi. Et ce qui fait que en janvier 2009, quand j'ai mis la clé sous la porte, je me suis arrêté. J'ai décidé à ce moment-là que j'ai compris assez tôt que cette expérience de centre de bien-être, je l'avais surtout créée pour mon associé, pour ses talents à elle, ses dons, sans regarder les miens, sans même en prendre compte. Donc c'était, alors ça je le dis aujourd'hui, évidemment dans l'instant je ne pouvais pas parler comme ça, j'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui, mais c'était pas un acte d'amour de moi, la création de ce centre de bien-être. Donc j'ai pris une leçon d'amour de moi, un peu plus de 100 000 euros, j'aime bien dire ça. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle d'amour de soi, je me sens légitime parce que je sais de quoi je parle. Et la leçon m'a coûté bien cher aussi matériellement parlant, mais ça n'a pas tellement d'importance. Et puis voilà, donc en 2009, j'ai tout arrêté. De 2009, janvier 2009 à mars 2014, j'ai complètement quitté la vie sociale. J'ai juste travaillé 8 mois comme ça sur un petit contrat, c'est tout. Mais j'ai vraiment passé 5 ans à écouter voilà, des enseignements spirituels qui sont venus à moi aussi par l'intermédiaire d'un mail d'une amie. Et j'ai commencé à les écouter en août 2009. Donc j'ai été 6 mois un peu en dépression, un peu compliqué après mon échec entre guillemets. Et puis après, ben voilà, j'ai pris un chemin spirituel qui m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. J'écoute toujours ces enseignements parce que ce sont des enseignements sur la réalisation de soi, sur l'éveil, et ça me nourrit beaucoup. Et donc, j'aide les autres à se rencontrer. Je dirais ça de ce que je fais. Je suis un révélateur, je suis aussi un accélérateur. J'aide l'autre à aller plus vite à l'intérieur de lui parce que j'ai certains dons qui me permettent de valider la personne que j'ai en face de moi. Alors évidemment, je me prends pas pour ce que je ne suis pas. C'est juste que j'ai un don physique et depuis 15 ans, j'ai appris à le connaître et à savoir à quoi il servait. En fait, c'est un signal que je suis incapable de reproduire tout seul et qui fait vibrer mon corps. Et à ce moment-là, je sais que ce qui est dit par moi, par la personne, est une vérité profonde pour la personne, pour moi ou pour les deux. Et ça, je peux l'affirmer avec certitude. Donc, dans mon travail, ça m'aide beaucoup. Oui, je suis coach, j'accompagne, comme coach au sens de guide. Je me sens vraiment comme ça aujourd'hui. Mais pas un guide. J'aide vraiment la personne à aller à l'intérieur d'elle-même. Hein, voilà, c'est vraiment l'essentiel de mon travail. Et donc, ça passe effectivement par le coaching, mais je suis beaucoup dans l'écoute. J'écoute et je pose des questions. Voilà en gros comment je travaille. Et j'enseigne de temps en temps quand la personne est en demande. Eric, je vais poser quelques questions qui sont un peu délicates. Tu verras comment. La première question, c'est que tu as passé par plusieurs hauts matériels, tu sais, de l'abondance à manque d'abondance matérielle, disons. Qu'est-ce que tu as appris du côté de gestion de l'abondance? Qu'est-ce que ça t'a appris du côté matériel? Tu sais? Alors, ce parcours que j'ai fait, la première chose que ça m'a appris, c'est que c'est facile d'être généreux quand on a plein d'argent. Voilà, parce que je suis quelqu'un de généreux et aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, je suis toujours généreux. Donc, ça m'a appris, alors j'étais généreux quand j'en avais aussi pas mal, évidemment, mais ça m'a appris que, voilà, quand on en a pas mal, c'est facile, la générosité. Ce que ça m'a appris aussi, parce que effectivement, je pense que si j'ai tout perdu, c'est parce que je ne respectais pas assez l'argent, la valeur de l'argent. J'avais probablement, et
venant de mon père, qui était donc un ouvrier modeste, qui avait, voilà, lui, il était dans la lutte des classes, il était, évidemment, quand on avait de l'argent, pour lui, on était quasiment à coup sûr un pourri, ou voilà, donc j'ai grandi un petit peu là-dedans. Et donc, moi, j'ai dû effectivement m'adapter parce que l'argent est venu à moi finalement assez facilement. Hein, j'ai fait vraiment jusqu'à 2005, j'ai toujours fait une progression croissante sans beaucoup d'efforts. Hein. C'est aussi ce que j'enseigne, ease and grace, hein, la simplicité et la grâce. Bien sûr, la vie sur Terre, ça peut être compliqué, difficile, mais ça peut aussi être simple et gracieux. Voilà, je crois que on peut faire l'expérience de tout ça dans cette vie. Et, euh, et donc voilà, l'argent, voilà, j'ai appris à le respecter. Euh, et puis j'ai appris aussi que j'avais pas de gros besoins matériels. Je n'ai pas de rêve, je n'ai pas d'ambition d'avoir une belle voiture. J'en ai eu quelques-unes, très peu de temps, et encore pas des super grosses voitures, mais bon, à mon niveau à moi, ça me faisait plaisir. Euh, j'ai jamais eu envie de m'acheter une maison, j'ai jamais eu toutes ces choses-là. Voilà, j'ai jamais eu envie de faire des voyages, même si j'en ai fait quelques-uns. Tous ces rêves-là matériels, ils vivent pas en moi. C'est naturel, je suis juste comme ça. Puis, alors, c'est quoi tes ambitions? Tu sais, souvent, on lit les ambitions, comme tu viens de dire, tu sais, avec des voitures, avec des maisons, avec… Toi, pour toi, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, je dirais que je le vis chaque jour. Mon rêve, c'est d'être libre. Mon rêve, c'est de vivre, mais vraiment de vivre, pas d'être un esclave, pas d'être dépendant. Donc, mon rêve, je le vis, mais de manière très, très simple. Je pense que euh, mon rêve, c'est la simplicité que je mets dans ma vie et j'y arrive. Et comment est-ce que tu as appris ce lien entre simplicité et argent? Parce qu'aujourd'hui, tu sais, tu vis à travers tes soins, à travers les consultations que tu fais, tout ça. Est-ce qu'il y a des fois des choses magiques qui arrivent, des synchronicités? Comment tu vis ça avec simplicité? Ben, à chaque fois que je me suis inquiété du lendemain ou du mois suivant, parce que moi, je suis quelqu'un qui vit vraiment au jour le jour, je n'ai aucune économie. Ben, à chaque fois que je me suis inquiété, j'ai toujours eu un, deux, trois coups de téléphone pour des choses imprévues qui m'amenaient des petites rentrées d'argent et qui ont fait que le mois d'après, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Pour moi, l'abondance, c'est juste avoir ce dont on a besoin. Ça ne se quantifie pas sur tous les plans, hein, évidemment, affectif, matériel, personnel, émotionnel, voilà. Pour moi, l'abondance, c'est avoir tout ce dont on a besoin, point. Et c'est pas la même chose pour tout le monde. Ah, ça, c'est une parole de sagesse à marquer. Tu as parlé de chemin spirituel, tu as parlé de recherche. Tu as parcouru différentes voies spirituelles. Comment est-ce que tu es arrivé à trouver la tienne? Tu sais, je sais que tu as des influences égyptiennes, tu sais, il y en a plein. Fait, comment est-ce que tu as pu… Sud, un peu en Inde aussi, où je suis allé. Enfin, voilà, dans cette vie, j'ai reconnecté effectivement avec certaines vibrations du passé. Moi, mon grand souci sur le chemin, ça a été de dire qu'est-ce que c'est ma passion. Ça, je me suis demandé, notamment dans ces 5 années où je me suis accordé donc genre de retraite. Là, j'étais mal parce que j'étais incapable de dire c'était quoi ma passion. Quand j'étais petit, à l'âge de 6 ans, j'ai demandé à mes parents d'apprendre la musique. Donc, j'ai appris le solfège. À 7 ans, j'avais une guitare entre les mains. J'ai fait 10 ans de guitare classique. Puis après, je suis passé à guitare jazz. J'ai eu un orchestre. Je chantais dans un orchestre jusqu'à l'âge de 24 ans à peu près. Ouais, c'est ça, 24 ans.
Donc, de 16 à 24 ans, on va dire que voilà, j'ai vécu de cette passion tout en suivant mes études et tout. Hein. Voilà, j'avais juste un petit orchestre amateur. Et puis, la vie a fait que j'ai déménagé de là où je suis né. Je suis venu dans le sud de la France et j'étais avec une compagne à l'époque et j'ai arrêté la musique pour être avec elle au final, puisque quand j'avais mon boulot avant plus la musique, je la voyais jamais. Donc, un jour, elle m'a demandé de choisir et j'ai dit, OK, je choisis notre couple. Voilà. Et quelques années après, on s'est séparés parce que c'était, enfin, je ne vais pas dire que c'était pas le bon choix. C'était mon choix. Et c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, j'avais cette passion. Et puis, pendant 20 ans, j'ai quasiment pas beaucoup chanté, très peu joué de la guitare. Donc, j'ai lâché cette passion. J'ai eu un peu le regret de finalement de pas en avoir fait mon métier de la musique. Ça, je l'ai vécu, regretté. Et puis, dans ces années dont je parle, là, de 2009 à 2014, je me suis reposé des questions et je me suis dit, ben non, si c'est ta vraie passion, pourquoi tu le fais pas? Là, tu fais rien, tu travailles pas et tu joues pas plus de guitare, tu chantes pas, voilà. Donc voilà, je me suis posé des questions jusqu'à un matin où, suite aussi aux enseignements que j'écoute, hein, bien sûr, c'est pas juste tomber comme ça. C'est des synchronicités, c'est des informations qui à un moment donné percutent à la conscience. Et un matin, je me suis dit, ma passion, c'est la réalisation. La réalisation dans un corps physique, de l'âme dans un corps physique. Et j'ai pas peur de le dire. Je sais que pour moi, c'est ça. Et après, ça peut être vraiment d'autres choses pour d'autres personnes, évidemment. Pour moi, c'est ça. Et depuis ce jour-là, donc là, évidemment, j'ai vécu, j'étais à quatre pattes par terre, j'ai reçu de la grâce, j'ai reçu plein de choses aussi ce jour-là. Il y avait de la vibration, j'ai pleuré, j'ai senti que c'était très fort et que c'était ça. Et ensuite, à partir du moment où j'ai su ça, et c'est la partie peut-être un petit peu plus difficile, c'est que la réalisation, c'est un processus naturel. Donc, on peut rien faire d'autre que de lâcher prise et de le permettre. Je vais pas le faire. Il y a rien à faire. Faut vivre. Et c'est même pas l'être humain qui se réalise. Donc, il n'y a pas à être une meilleure version de soi-même. Il y a à être un être humain et un maître incarné. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai appris dans ces enseignements. Et c'est vrai que quand j'ai entendu ça pour la première fois, ce « et », je suis un humain et un maître, c'est-à-dire qu'il y a un maître aussi qui vit à l'intérieur de moi, c'est une partie de moi. Ce jour-là, ça a été une grande libération. C'est pour ça que je le dis, parce que ça en libérera d'autres, évidemment. Une autre, une autre sagesse à noter. Donc, dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'à travers tous les apprentissages, il y a comme un processus qui s'est fait et là que tu as compris que c'était la réalisation qui se fait de façon facile. Pour aller plus loin, j'aimerais te poser ou te dire quelques mots et toi, tu pourras me relater qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Un mot, une phrase, selon ce que tu sens. Ascension. Ascension. C'est quand l'âme, elle est complètement… on dit ascension et en même temps, pour moi, c'est le contraire. C'est l'âme qui est totalement incarnée dans le corps physique. Et l'humain a permis ça. Parce que la réalisation, c'est l'humain qui, en lâchant son mental et ses fausses croyances, permet à l'âme de descendre, de s'incarner. Et à un moment donné, ça y est. Pour moi, l'ascension, c'est ça. Donc, on dit l'ascension parce que jusqu'à maintenant, tous les maîtres ont ascensionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où ils ont atteint l'éveil, ils sont partis, ils sont morts, ils ont quitté le corps physique. Or là, ici, dans cette époque qu'on vit, on est des milliers sur la Terre à avoir choisi de vivre ça, mais de rester. Je ne prétends pas être un maître incarné encore, absolument pas. Je souhaite simplement que ça arrive dans cette incarnation. Et j'ai aussi cette sagesse-là, bien évidemment. Je vis chaque jour, je prends chaque jour. Je suis vraiment dans la simplicité, l'authenticité. Je me raconte pas une histoire. Il paraît qu'on se réveille un matin et qu'on le sait. Eh ben, tant mieux.
puissais-je vivre cette expérience et puissions-nous être des milliers à la vivre. Ego. Ego. L'ego, il est absolument nécessaire pour se construire ici dans cette dimension. Absolument nécessaire. Et après, absolument, entre guillemets, gênant ou freinant ou contraignant à partir d'un certain seuil de conscience. Mais voilà, pour moi, l'ego, c'est le cœur de l'être humain. Alors, je sais bien que ça peut paraître un peu bizarre, et puis c'est la première fois que je dis ça, puisque là, on tenait absolument à être dans l'instant présent, parce que je sais que c'est là qu'il y a des choses qui vont se dire. Ça, je ne l'ai jamais encore dit. L'ego, c'est le cœur de l'humain. Hein, l'humain, il est dans cette dimension avec ses limites, ses contraintes, il fait avec. Et l'ego, au départ, c'est son ami, l'ego l'aide. Hein, l'ego devient après, on l'appelle plutôt le saboteur, mais en même temps, tout ça, c'est ce qui nous a permis de nous construire, de faire des choix, d'avoir la force de, le courage de, l'ambition de. Donc, l'ego est mon ami. Et j'ai eu effectivement sur le chemin des moments où à côté d'autres personnes, moi, c'est vrai que j'en ai jamais fait un ennemi, jamais. Et j'ai remarqué que ceux qui en font un ennemi, à un moment, de toute façon, ça marche pas. Parce que l'ego a besoin, lui aussi, c'est pas de s'incarner, c'est de s'intégrer, de se diluer au cœur de notre cœur, là, pour le coup. Et c'est un autre genre de cœur dont je parle. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Protection. Alors, protection. Au début du chemin, on en parle beaucoup. Elle est nécessaire puisqu'on a peur et puisqu'on croit que quelqu'un peut nous faire du mal. Donc, à partir du moment où on croit ça, ça va se produire. Donc, la protection, il est sage de se protéger tant qu'on croit que quelqu'un a le pouvoir de nous faire du mal. Et la protection n'est qu'une illusion. Il n'y a absolument pas besoin de se protéger. La seule personne qui peut nous faire du mal, c'est nous-mêmes. Alors évidemment, là, je suis pas dans les violences physiques, etc. Évidemment, là, on est, voilà, on est dans quelque chose qui sort du contexte peut-être du débat aujourd'hui. Oui, il y a des expériences sur des plans de conscience assez rudes, des expériences assez rudes, physiques. J'ai moi-même eu des soucis aussi dans cette vie éventuellement, pas été vraiment agressé, mais bon, quand même avoir rencontré une certaine forme de violence. Hein, donc oui, bien sûr. N'empêche que voilà, ça ne doit pas annuler ce que je viens de dire avant. Mission de vie. Alors la mission de vie, là aussi, c'est la carotte nécessaire sur le chemin. Hein, parce que c'est vrai qu'au début, on est un peu comme un âne et on a besoin d'une carotte. Et la mission de vie est une merveilleuse carotte. C'est génial de découvrir sa mission de vie, c'est génial de vibrer avec des choses qu'on va peut-être pouvoir réaliser ou en tout cas avoir envie d'aller vers là. Voilà. Donc ça, c'est génial, pareil, c'est nécessaire. Et puis, à un certain seuil de l'évolution, on se rend compte que finalement, ça n'avait pas vraiment de sens et pas vraiment de raison d'être. Et en même temps, c'est sur ce plan-là, oui, mais avant, c'était utile. Donc, il n'est pas question de jeter le bébé l'eau du bain, comme on dit. Non, non. Chaque chose, c'est ce qui est merveilleux dans ce monde. Chaque chose a sa raison d'être. Chaque chose. Autre parole de sagesse. Couple. Couple. Même chose, différentes évolutions. Si je parle de moi dans cette vie, j'ai
j'ai eu un premier amour, j'ai construit un couple assez bancal pendant 10 ans, et puis un autre pendant 15 ans, euh, qui m'a fait prendre conscience que j'étais pas bien non plus. Euh, donc deux grandes histoires à suivre en fait, hein, pendant 25 ans de ma vie. Et puis après, des couples qui ont duré beaucoup moins longtemps. Et puis jusqu'au point d'arriver à le seul couple que j'ai à créer, c'est avec moi-même. Parce que tous les autres, ils reposent, euh, ils reposent sur, entre guillemets, sur des manques ou ce qu'on croit être des manques. Et quand on trouve le complément ou quelqu'un qui nous ressemble, peu importe, ben voilà, on trouve ça bien. Et ça nous fait vibrer et ça nous aide, encore une fois, à faire une partie du chemin. Euh, mais c'est vrai que le couple jusqu'à un niveau de conscience, on n'expérimente que la dépendance affective au final. C'est pas l'amour inconditionnel, c'est pas. J'ai relu un texte, j'avais écrit quelques textes sur ce chemin entre 2000, 2011 et 2016 à peu près. Et je parlais à un moment de ce que je vivais. J'ai vécu moi aussi, évidemment, comme tout le monde, des relations de dépendance affective où je me suis fait jeter, où j'aimais, enfin je croyais aimer alors que en face on m'avait dit bon bah non c'est bon. Enfin ce que j'appelle en fait l'amour névrotique, qui n'est pas de l'amour, c'est juste de la névrose. Et on appelle ça de l'amour tant qu'on ne sait pas ce qu'est l'amour. Et c'est OK. Il y a, voilà, petit à petit, les expériences viennent à nous. Euh, donc le couple, c'est le couple intérieur, c'est soi avec soi. Euh, et après, ça permet de partager des moments de convivialité avec d'autres personnes, mais sans être à l'intérieur de cette entité extrêmement restrictive qui est le couple. Matrice. Matrice. Hmm. Alors, matrice. Bah, pour moi, la matrice, on a chacun la nôtre. La matrice, c'est l'empreinte. Euh, parce que chaque expérience qu'on a vécue a laissé une trace quelque part et on est la résultante de toutes ces traces. Donc chacun a sa matrice. Pour moi, il n'y a pas une, enfin non, on a chacun une matrice qui nous distingue de toute manière les uns des autres. Moi, j'appelle ça une couleur. Euh, je, 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 je dis que même quand on atteint l'éveil, on va pas tous devenir pareils. Absolument pas. Heureusement d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Chacun va garder sa couleur. Simplement, on est sur un autre plan de conscience, mais on va garder notre couleur parce que notre couleur, c'est le fruit de toutes nos expériences ici et ailleurs. Et enfin, maître ascensionné. Alors, maître ascensionné, moi, je peux en citer quelques-uns avec qui euh, je travaille, qui m'ont enseigné. Des fois, quand je prononce leur nom, je peux avoir un petit frisson, des choses comme ça. Donc, le premier de ces maîtres que j'ai vraiment rencontré, c'était dans une séance avec une chamane, et c'était Kutumi. Et là, quand je préparais, enfin sans préparer, mais que j'étais, j'ai demandé de l'aide, je suis comme tout le monde, à être inspiré, et j'ai eu cette phrase Kutumi come to me. Et je me suis dit, ok, c'est cool. J'ai relu d'ailleurs avant mes notes donc que j'avais prises entre 2011 et 2016, et je décris une séance de chamanisme où la chamane a installé la vibration de Kutumi à la place d'un guide qui apparemment utilisait ma colère pour voilà, donc c'était pas un très bon guide. Alors pour moi un guide c'est pareil, souvent c'est une partie de nous, hein, c'est pas extérieur, mais par contre c'est une zone d'ombre qui des fois se déguise en guide et nous fait faire des trucs, donc voilà. Parce que moi dans l'enseignement que j'écoute, l'enseignement a commencé en 1999
Et donc, je ne le connaissais pas à ce moment-là, hein, je l'ai découvert en 2009. Mais en 1999, le premier enseignement disait « Vos guides sont partis ». Parce que sur ce chemin de réalisation, il faut lâcher toutes les mains. C'est très important, sinon on n'y va jamais. Donc à un moment, il faut lâcher et pas de péché d'orgueil, continuer à demander de l'aide quand on a besoin. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes sur le chemin à contacter mes guides. Je trouvais qu'ils étaient jamais là ou je les entendais pas. Donc quand j'ai entendu vos guides sont partis, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Mais je sais aussi que je suis guidé. Pour moi, c'est naturel, ça se fait naturellement. Je sais pas vraiment demander à un guide et même l'entendre me répondre. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je suis inspiré. Wow! On pourra continuer comme ça longtemps. Hein? Enfin, on arrive à la rencontre. Est-ce que tu m'entends un écho? Oui, il y a comme un écho mais je comprends ce que tu dis. Quel message tu aimerais laisser à ceux qui nous entendent aujourd'hui? Un message de fin. Le principal message, c'est faites ce que vous avez envie de faire, faites ce qui vous fait plaisir, peu importe les contraintes, les conséquences ou les fausses croyances qui vous font dire bah non, ça c'est pas possible. Pour moi, le seul guide à suivre, c'est ça. C'est aller vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous nourrit. Je me rappelle de ma première formation de coaching, le niveau 1, où Gilles Guillon, donc de l'Union Formation, qui nous a formés tous les deux, et je lui rends hommage ici à sa merveilleuse épouse Vanessa Miexarek. Il m'avait dit ça, il m'avait dit toi, c'était en 2007, toi, il faut que tu ailles vers le plaisir. Et j'y suis allé. Et je conseille à tout le monde d'y aller. Et c'est ça le guide. De faire ce qu'on a envie de faire, de dire ce qu'on a envie de dire, d'être vrai, d'être authentique. Peu importe les conséquences. Oui, il y aura des gens qui vont se fâcher avec vous. Ça n'a aucune importance. L'essentiel est d'être juste avec soi-même. Wow. Eh ben, merci beaucoup, Eric. Moi, ça me fera plaisir de te réaccueillir sur ma chaîne. Avec plaisir, Wassima. Pour retrouver Eric, vous allez voir le lien un peu plus bas de la vidéo. Vous pouvez contacter pour des soins, pour des enseignements. Eric, je pense aussi que tu as un site web qui est en construction. Alors, pour l'instant, oui, il est en construction dans ma tête. Voilà, je suis aussi quelqu'un d'assez atypique. Je n'ai pas de site web. Mes coordonnées seront, je pense, sous la vidéo, mais j'ai une chaîne YouTube que je vais commencer à faire vivre peut-être à la rentrée, mais je vais y travailler cet été. Donc voilà, c'est Eric Chénaud, tout simplement. Site internet, soit je vais le faire dans l'été, soit je ne le ferai pas et je ferai vivre que ma chaîne YouTube. J'ai un compte Facebook également que je vais continuer de faire vivre. Ou que je vais commencer à faire vivre parce que je ne suis pas non plus toujours sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup en retrait, mais j'aime quand les gens me contactent. J'ai appris à dire oui parce qu'avant j'étais quelqu'un qui disait souvent non. J'ai appris à dire oui, j'ai appris que chaque chose que la vie nous met entre les mains, chaque opportunité mérite qu'on s'y attarde parce que ce n'est pas le fruit du hasard et que si c'est là, voilà, donc exercer son discernement évidemment chaque fois, pas dire oui à tout. Hein. Je me rappelle de ce film Yes Man qui est très très drôle où il apprend lui à dire oui à tout. Évidemment, ça conduit à des scènes assez rocambolesques. J'ai plus le nom de l'acteur, mais c'est un acteur américain très drôle. Bref, voilà ce que je peux conseiller, d'aller vers le plaisir et sans attente. Hein, voilà, juste être, vivre
Et puis pour ceux qui ont des attentes, qui ont des rêves, qui ont des buts, bah, allez-y aussi, parce que si c'est ça qui vous fait vibrer, allez-y, réalisez vos rêves, allez vers vos buts. Encore une fois, on n'est pas tous là pour faire la même chose. C'est ça qui est intéressant aussi. Le tout, et pour moi l'essentiel, c'est de trouver sa place et de savoir pourquoi on est là. Sans ça, c'est difficile d'être heureux. Non, là, tu viens de nous donner une grosse charge d'ondes positives. Alors, si vous ne la ressentez pas, là, repassez la vidéo. Vous allez vraiment vous recharger en ondes positives pour aller vers ce qui vous fait plaisir. Alors, Eric, je te dis à bientôt. Puis, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager. Peut-être que ça rendra un service à quelqu'un. Alors, à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup.